Décaler, mais là, on ne peut pas décaler plus que ça. Alors aujourd'hui, l'objet du cours, c'est la gestion des périphériques. On a vu que la, le système d'exploitation gère les ressources de la machine, euh, aussi bien les ressources physiques que les ressources logiques. Donc on sait que parmi les ressources physiques de la machine, on avait décrit la machine, elle est constituée de la CPU, de la mémoire et des périphériques. Donc jusqu'à présent, on a vu la gestion du processeur, de la CPU avec les processus. On a vu la gestion de la mémoire. Et maintenant, on passera à la gestion des périphériques. Alors, bien entendu, de la même manière, ce qu'on avait dit, par exemple, pour la CPU, pour la mémoire, on a fait la définition en premier lieu. Là aussi, de la même manière, la définition s'impose pour clarifier les concepts et ça permettra de bâtir la solution sur la base de ces définitions-là. Alors, c'est quoi un périphérique? C'est un organe qui est capable de transférer de l'information de la mémoire vers l'extérieur ou bien de l'extérieur vers la mémoire. Il y a certains périphériques qui sont capables de faire les deux à la fois, mais en général, un périphérique est capable de transférer euh, de l'information vers la mémoire ou bien de la mémoire vers l'extérieur. Alors, on a vu, d'après la gestion des processus, la gestion de la mémoire, donc si vous essayez de voir un peu, de regarder de près, on a vu que on a essayé d'uniformiser au maximum pour permettre effectivement de faciliter la gestion. Et donc là, on a vu par exemple pour les processus, vous avez tous les processus qui sont relativement, d'un point de vue structurel, ils sont, je dirais, euh, identiques d'un point de vue structurel. Pourquoi? Parce que chaque processus, il a un PCB. Et tous les PCB sont identiques en termes de structure. C'est vrai que le contenu diffère d'un processus à un autre, ce qui est tout à fait normal, mais d'un point de vue structurel, c'est la même structure. Euh, on a aussi, au niveau de la mémoire, on a vu que c'était uniformisé grâce à la page. Et donc, chaque processus a une table des pages et un ensemble de pages. Et donc, un processus peut être perçu comme étant un ensemble de pages. Là, au niveau des périphériques, vous allez voir que c'est légèrement différent. On va expliquer pourquoi que c'est différent. On n'est pas arrivé à avoir une certaine uniformité au niveau des périphériques pour les raisons qui suivent. Alors, les caractéristiques des périphériques sont hétérogènes, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes caractéristiques pour tous les périphériques. Chaque périphérique a ses propres caractéristiques. Alors, quels sont les critères de ces caractéristiques? On peut avoir premièrement, la vitesse. Donc, c'est un périphérique qui est capable de transférer. Donc, on peut mesurer la vitesse de transfert. Donc, cette vitesse de transfert n'est pas uniforme et n'est pas unique pour tous les pour tous les périphériques. Vous avez des périphériques qui sont capables de transférer un caractère à la fois, pas plus. Exemple typique, c'est le clavier. Par exemple, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous envoyez un caractère. Par contre, vous prenez par exemple les disques, ils sont capables de transférer des blocs de caractères, pas un seul caractère. Vous avez aussi cette unité et cette vitesse qui diffèrent d'un périphérique à un autre. Il y a des périphériques qui sont très très longs, des périphériques qui sont assez rapides en termes de vitesse de transfert, et y compris aussi d'unité de transfert. De la même manière aussi, au niveau des périphériques, vous avez la représentation des données n'est pas la même, n'est pas identique. Donc, si vous voyez par exemple la représentation des données sur un disque, c'est quoi? C'est à vrai dire un champ magnétique qui représente l'information. Si vous prenez par exemple l'écran, vous avez des pixels, ça veut dire quoi? C'est des points lumineux qui s'allument et qui s'éteignent. Là, ça permettra de constituer un caractère. Et donc, chaque périphérique a sa forme, je dirais, de représentation de l'information, y compris le clavier tel que vous l'utilisez. À vrai dire, quand vous appuyez sur la touche A, ce n'est pas le caractère A qui est envoyé, à vrai dire. C'est ce qui est envoyé, c'est un signal qui permet de représenter la position de ce caractère ainsi que le code de ce caractère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous essayez de vous poser un peu la question pour dire comment se fait-il ce même caractère A, des fois, quand je l'appuie, va m'imprimer le A. Des fois, si vous changez de langue, automatiquement, il va vous, par exemple, si vous utilisez l'arabe, il va vous donner le caractère elif. Et pourtant, c'est la même touche physique, ce qui, ce qui explique que
la touche n'est pas un caractère, mais c'est plutôt un code. En général, si vous lisez dans la littérature, vous allez trouver que ce code-là, il a un nom. Ça s'appelle le code de balayage ou bien ce qu'on appelle the scan code. Donc, c'est le code de balayage du clavier. Et donc, automatiquement, chaque touche a, je dirais, son code de balayage. Et par la suite, ce qui existe, c'est il y a une table qui permet de faire la conversion. Pour chaque code, elle fait la transcription de ce code vers un caractère équivalent, bien entendu en tenant compte du contexte d'utilisation. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser la langue arabe, le latin ou le chinois ou n'importe quelle langue? C'est en fonction de ça qu'il y a une transcription de ce code. Alors, y compris aussi les caractéristiques qui changent d'un périphérique à un autre, vous avez les opérations autorisées sur le périphérique. Donc, sur certains périphériques, par exemple, tu trouves, si on essaie de voir l'imprimante, vous avez ce qu'on appelle le saut de page. Ça veut dire que tu passes d'une page à une autre. Alors, si tu prends le clavier, il n'y a pas de saut de page. Ça n'existe pas. Au niveau de l'imprimante, tu peux avoir, après l'impression, tu passes à la ligne suivante. Donc, dans un clavier, c'est quoi la ligne suivante? Ça n'existe pas. Tu peux prendre, par exemple, au niveau de l'écran, effacer l'écran. Si tu essaies de transcrire ça au niveau d'une imprimante, effacer l'imprimante ne veut rien dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque périphérique possède des opérations qui lui sont propres. Et donc, en voyant tout ça, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une méthode harmonisée, une seule méthode harmonisée qui permet de gérer tous les périphériques. Et donc là, les concepteurs de systèmes d'exploitation étaient obligés quand même de chercher euh, d'autres méthodes pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des périphériques. Et donc, ils se sont fixés des objectifs. De la même manière, par exemple, vous avez le gestionnaire du processeur central. Ça permet de faire l'allocation du processeur central et aussi de gérer les processus de la même manière que le gestionnaire de la mémoire pour gérer l'ensemble des pages mémoire. Et donc, au niveau des périphériques, on s'est fixé des objectifs. C'est quoi? C'est d'essayer quand même, rappelez-vous, parce que le but du système d'exploitation, c'est de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Donc, imaginez-vous qu'en programmation, on nous demande tous de connaître les codes, par exemple, de représentation des données selon les périphériques. Je dirais qu'il y aurait un pour mille qui est capable d'utiliser l'informatique. Là, ce qu'on va viser, on va viser ce qu'on appelle l'indépendance de la codification. Et donc là, automatiquement, quelle que soit la codification, ça, c'est pas un problème de l'utilisateur, mais c'est plutôt le système d'exploitation qui va s'en occuper et il va cacher ce détail par rapport à l'utilisateur. Et parfois aussi, on a cette possibilité de, je dirais, l'indépendance du périphérique. Ça veut dire que, imaginez que vous avez trois imprimantes, vous, ce qui vous intéresse, c'est juste d'imprimer. Peu importe que l'imprimante soit Canon ou soit HP ou Epson, etc. Et donc là, ça va être indépendamment du périphérique, vous pouvez lancer votre opération d'impression et elle sera prise en charge effectivement par le système d'exploitation. Alors, juste une remarque concernant l'indépendance de la codification, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'en général, vous avez une représentation interne et une table de correspondance qui permet de régler ce problème. Ce que vous connaissez particulièrement en littérature, c'est les fameuses tables ASCII. Alors, quelles sont les fonctionnalités du gestionnaire de périphérique? C'est quoi? C'est la première des choses, vous gérez des périphériques. La première des choses, vous êtes obligé d'identifier les périphériques. Pourquoi? Parce que déjà, d'une machine à une autre, il n'y a pas le même nombre de périphériques et pas le même type de périphérique qui existe d'une machine à une autre. Et comme le système gère les périphériques, il est obligé de garder trace de chaque périphérique. Alors, comment il le fait? Il va le faire de la même manière, ce qu'on a déjà vu dans les processus garder trace de tous les processus, c'est quoi? Donc, il a maintenu ce qu'on appelle la structure
The recording has stopped. This meeting is being recorded. Alors, rebonsoir. Donc, je reprends le cours. Donc, j'avais dit que le gestionnaire de périphérique doit garder trace de l'ensemble des périphériques et il doit définir une politique d'allocation de ces périphériques pour dire à quel moment un processus peut avoir tel ou tel périphérique, à quel moment on peut restituer le périphérique, etc. Et donc tout ça doit être défini dans la politique de gestion de ces périphériques. Alors, bien entendu, au niveau d'un périphérique, il y a quand même des choses ne sont pas aussi simples que le processeur, par exemple. À un moment donné, on pouvait allouer et enlever le processeur d'une manière assez simple. Là, ça devient un peu plus compliqué. Par exemple, si vous avez une imprimante et vous avez alloué l'imprimante à un processus, imaginez que pendant qu'il est en train d'écrire, vous n'allez pas pouvoir restituer l'imprimante et la donner à quelqu'un d'autre. Parce que si vous la donnez à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il va imprimer et on va avoir un mélange d'informations sur l'imprimante. Et donc là, la politique, elle tient compte un peu des caractéristiques des périphériques pour dire, ah, est-ce que c'est possible d'allouer, de restituer à n'importe quel moment, ou bien pour le périphérique, il a des spécificités bien précises. Donc, quand vous allouez le périphérique, vous ne pouvez pas le restituer jusqu'à ce que le processus termine son exécution. Et donc, tous ces éléments-là sont définis dans les fonctionnalités de gestionnaire de périphérique. Alors, j'avais dit que pour pouvoir réaliser ça, il fallait avoir des méthodes appropriées. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les périphériques étaient différents. Donc, ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques, donc on ne peut pas les gérer de la même manière. Et donc, automatiquement, il fallait avoir, je dirais, une clarification concernant les périphériques pour pouvoir déjà les classer. Et en fonction, bien entendu, de leur classe, on peut définir une politique d'allocation de ces périphériques. Donc, il y a eu globalement trois classes qui définissent les différents périphériques. Et en fonction de ces classes, bien entendu, vous avez la politique d'allocation qui va en découler. Donc, vous avez le premier type, c'est ce qu'on appelle un périphérique dédié. Un périphérique dédié, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un périphérique, vous pouvez le noter sous cette forme, qui n'est pas partageable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un périphérique que vous allez allouer un processus, il va le garder pour lui, il ne peut pas le partager vers les autres. Et donc là, ça nécessite une politique d'allocation particulière. Par contre, il y a d'autres périphériques qui sont dits des périphériques partagés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le périphérique peut être utilisé par plusieurs processus en même temps.
Et donc, du coup, là, vous avez une autre politique d'allocation qui est utilisée. Pourquoi? Parce que le périphérique lui-même, il se prête au partage entre les différents processus. Et bien entendu, la troisième catégorie, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on a fait pour la mémoire. Vous vous rappelez, on a basculé vers la gestion de la mémoire virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un handicap. À un moment donné, la taille du processus peut dépasser la taille de la mémoire. Donc, comment contourner ça? Donc, on a utilisé ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Là aussi, on a utilisé le périphérique virtuel. Pourquoi? Parce que j'avais dit que les périphériques, ils ont des caractéristiques particulières et il y a des périphériques qui ont une vitesse de transmission qui est faible. Donc, si la vitesse de transmission du périphérique est faible, ça veut dire quoi? Ça va avoir un impact sur le temps de réponse des processus. Pourquoi? Parce que le processus, à un moment donné, il est obligé d'attendre le transfert pour pouvoir continuer son exécution. Et du coup, son temps de réponse, il va être augmenté d'une manière considérable. Et donc, pour améliorer les performances, l'idée, c'est quoi? C'est de convertir ces périphériques qui sont là en périphériques qui sont assez rapides pour pouvoir avoir des temps de réponse relativement courts par rapport à la rentabilité de toutes les ressources de la machine. Alors, j'avais dit le périphérique dédié, c'est quoi? C'est le périphérique qu'on ne peut pas allouer à plusieurs processus. Donc, on l'alloue à un seul processus. Et donc, du coup, il va le garder du début de son exécution jusqu'à sa fin d'exécution. Donc, j'avais cité tout à l'heure comme exemple l'imprimante. Par contre, le périphérique partagé, c'est quoi? Il y a possibilité d'avoir le partage de ce même périphérique entre plusieurs processus. Alors, parmi les exemples de ce type de périphérique, vous avez ce qu'on appelle Direct Access Storage Device. Ce sont tous les périphériques de stockage à accès direct. Donc, ça, c'est la terminologie technique. Communément, ça regroupe l'ensemble des disques que vous connaissez. C'est disques durs, disques externes, disques amovibles, USB, etc. Donc, tout ça sont considérés comme des disques, des devices à accès direct et qui sont partageables. Par contre, le périphérique virtuel, c'est quoi? J'avais dit que c'est la conversion des périphériques qui en général sont dédiés et ça permettra de les convertir en périphériques partagés avec des techniques qui sont connues. La technique la plus utilisée, c'est celle qui est utilisée pour l'imprimante. Donc l'idée, c'est quoi? Quand vous demandez à imprimer, l'impression, elle ne va pas se faire d'une manière physique directe. Donc votre impression, elle va se faire sur le disque et on sait que le transfert, la vitesse de transfert disque, elle est rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'un processus demande à transférer, le transfert se fait d'une manière instantanée. Donc, du coup, le temps d'attente du processus ne sera pas long, et ce qui permettra d'améliorer les performances du système. Alors, j'avais dit que les périphériques avaient des caractéristiques différentes. Effectivement, tout le long de la gestion des périphériques, on doit tenir compte de cet aspect-là. Alors, tous les périphériques peuvent être classés, je dirais, entre deux catégories ou deux grandes classes. C'est quoi? Vous avez des périphériques qui sont capables de faire des transferts soit en entrée, soit en sortie. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des périphériques d'entrée-sortie. Mais il y a une autre catégorie ou une autre classe qui s'appelle des périphériques qui sont capables de transférer de l'information de la mémoire vers le périphérique ou bien du périphérique vers la mémoire. Ils ont une caractéristique supplémentaire, c'est quoi? C'est que ces périphériques sont capables de stocker l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez envoyer votre information sur le périphérique et le périphérique, il a la capacité de la garder. C'est-à-dire que quand vous allez éteindre votre machine, par la suite, quand vous allez allumer votre machine et vous utilisez le périphérique, vous allez retrouver vos informations intactes sur le périphérique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les périphériques de stockage. Alors, l'unité d'entrée-sortie, c'est quasiment tous les périphériques qui font du transfert de
mémoire vers l'extérieur des périphériques les plus utilisés. Vous avez l'imprimante, vous avez le clavier, qui sont des périphériques d'entrée et de sortie. Donc, ils n'ont pas la capacité de stocker l'information. C'est-à-dire, vous envoyez l'information, elle est consommée, et par la suite, ça disparaît. Euh, Par contre, l'unité de stockage, c'est tout ce qu'on connaît comme disque. Alors, au niveau de ces disques-là, vous avez la capacité de stocker de l'information. Et là aussi, en analysant ces types de périphériques, il y a d'autres caractéristiques qui vont émerger. Les caractéristiques qui vont émerger, c'est quoi? C'est que par rapport à l'information qui est stockée, et donc là, ça veut dire que quand vous allez stocker l'information, pourquoi? C'est pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Et donc, le problème qui se pose, c'est quand vous allez l'utiliser ultérieurement, quel est le temps d'accès à cette information? Eh ben, en fonction de ce critère qui est le temps d'information, de recherche, d'accès à l'information, en général, on l'appelle le temps TIJ, c'est-à-dire on l'indexe avec deux paramètres IJ. Pourquoi? Parce que en général, le temps d'accès à une information J, en général, il est toujours subordonné ou bien influencé par l'information courante ou la dernière information qui a été accessible. Donc, si vous avez la position courante, c'est I, et vous voulez accéder à une position J, automatiquement, la position J dépend de la position I. Alors, en tenant compte de ça, les unités de stockage, il y a eu leur classification en ayant carrément, quasiment trois types qui sont l'accès séquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le temps d'accès IJ est variable. Ça, c'est l'exemple le plus connu, c'est la bande magnétique. Donc, la bande magnétique, c'est un ruban magnétique qui est enroulé sur un support. Et bien entendu, I, quand vous êtes à la position I, si vous voulez aller à la position J, tout dépend de la position I et de la position J. Plus la position J est lointaine de J, plus le temps augmente. Et donc là, c'est un type d'information de stockage, mais qui pose problème au niveau de son temps d'accès qui est relativement assez lourd. Il y a le deuxième type, c'est on vous dit que le temps IJ, ça veut dire ça ne dépend pas yani, grandement des positions IJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce temps, on peut le majorer. Donc, il se retrouve toujours dans un voisinage d'intervalle et pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on appelle le temps d'accès à l'accès direct, il est localement variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il varie juste dans un voisinage, il ne peut pas aller au-delà de cet intervalle, c'est-à-dire de ce voisinage. Et on appelle aussi l'accès parfaitement direct, c'est ce qui ressemble beaucoup plus à la mémoire, parce qu'au niveau de la mémoire, le cycle mémoire, en général, il est toujours perçu comme étant voisin de zéro. Donc tout ce qui est mémoire, mémoire cache, etc. Et y compris maintenant, de plus en plus, on développe des technologies de disques qui ont une vitesse de transfert qui est énorme par rapport aux éléments classiques. Et donc, le temps, il est voisin de zéro. Alors, bien entendu, au niveau du traitement, concernant les périphériques dédiés, les choses sont très simples. C'est-à-dire que quand vous allez allouer le périphérique, c'est restituer le périphérique. Et donc, le problème d'adaptation qui se fait, c'est beaucoup plus par rapport aux euh, périphériques qui sont dits partagés. Et là, quand le périphérique est partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème du système d'exploitation, particulièrement le gestionnaire de disques, il va être obligé d'arranger un peu les requêtes, parce que les requêtes proviennent des utilisateurs, et donc des processus. Et lui, il doit satisfaire, l'idée c'est quoi? C'est de satisfaire toutes les requêtes des utilisateurs en un temps qui est relativement le plus court possible. Et donc, on va se retrouver avec un programme qui ressemble étrangement au scheduler, c'est-à-dire celui qui alloue le processeur au processus.
là, on va avoir un scheduler qui permet de faire quoi? C'est le scheduler qui permet de satisfaire les requêtes d'entrée-sortie. Et donc, voir quel est l'ordre et quelle est la manière de satisfaire les requêtes pour que les performances du système d'exploitation soient les plus rentables possibles. Alors, automatiquement, vous avez là des entrées-sorties, par exemple, sur ces exemples-là, vous avez plusieurs processus. Chacun fait des entrées-sorties. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est comment satisfaire l'ensemble de ces requêtes qui émanent des différents processus avec le temps minimal possible. Alors, pour ce faire, il faut avoir une idée un peu sur le disque pour dire quelle est la structure de disque et comment il fonctionne. Alors, en général, ça, c'est la structure de ce qu'on appelle un disk-pack, c'est-à-dire vous avez un paquet de disques l'un sur l'autre. En général, les disques maintenant qui existent, c'est beaucoup plus une seule surface plane. Et donc, ce que vous avez le disque, comment il fonctionne? En général, il a un axe. Donc, cet axe-là, c'est ce qu'on appelle l'axe de rotation. Ça veut dire le disque tourne autour de cet axe. Et à l'intérieur du disque, on peut le modéliser comme étant un ensemble de cercles concentriques. C'est-à-dire un cercle, à l'intérieur, il y a un cercle, à l'intérieur, un autre cercle, etc. Donc, vous avez un ensemble de cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Et l'information, à vrai dire, elle est répartie sur les cercles. Et donc, au niveau de ces cercles-là, vous avez un ensemble. Chaque cercle-là, il a un nom. En général, on l'appelle piste. Donc, ça, c'est une piste du disque. Et à l'intérieur de chaque piste, c'est découpé en segments qu'on appelle les secteurs. Donc ça, c'est par rapport à la structure physique du disque. Donc comment lire l'information? Donc vous avez, j'avais dit, un axe de rotation et vous avez ce qu'on appelle la tête de lecture. Une tête de lecture, c'est quoi? C'est un bras mobile qui peut se déplacer du cercle le plus interne au cercle le plus externe. Et ça veut dire quoi? Quelle que soit l'information, cette tête de lecture peut lire l'information. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'elle se déplace vers le cercle en question, et ensuite, soit que l'information se trouve en dessous de la tête de lecture, ça c'est le cas le plus favorable. Le cas le plus défavorable, c'est que l'information, elle est juste avec une position qui vient de passer. Donc, pour pouvoir récupérer l'information, il faut attendre que le disque tourne, fasse un tour complet. Automatiquement, on récupère l'information. Et donc, l'idée de la lecture, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du temps d'accès qui est localement variable. Pourquoi? Parce que ça prend juste le temps de déplacer, de déplacer la tête de lecture et d'attendre la piste qu'elle soit en dessous de la tête de lecture. Et donc ça, ce temps-là, en général, il est dans un intervalle bien précis, donc il ne peut pas aller au-delà de cet intervalle. Et donc, ici, vous avez les requêtes et donc qui émanent des différents processus. L'idée, c'est quoi? C'est comment organiser ces requêtes pour pouvoir les satisfaire avec un temps, je dirais, qui est minimal. Alors, bien entendu, là aussi, on va retrouver une méthode qu'on a déjà vue. Ici, c'est une autre manière de dire, c'est FCFS, First Come, First Serve, ça veut dire le premier arrivé, premier servi, qui veut dire que la première requête qui arrive, on va essayer de la servir en premier. On peut avoir une autre requête, c'est quoi? C'est SSTF, Shortest Seek Time First, ce qui veut dire que je vais satisfaire la requête qui est la plus proche de la tête de lecture. Ou bien, je peux avoir une autre technique qui est celle de ce qu'on appelle l'algorithme d'ascenseur. Donc là, vous avez différentes manières de pouvoir satisfaire les requêtes. Alors bien entendu, pour choisir quel est le bon, je dirais, ou le meilleur algorithme, en général, on a vu par exemple au niveau de la CPU, c'est le temps de réponse, on a vu au niveau de la gestion de la mémoire, le nombre de défauts de page. Là, la performance, elle va se mesurer par quoi? Elle va se mesurer par les déplacements de la tête de lecture. Pourquoi? Parce que le déplacement de la tête de lecture, c'est un mouvement mécanique. Et ce mouvement mécanique, bien entendu, il est très lent par rapport à la vitesse de la CPU.
Et donc, plus on fait de mouvements, plus le temps de réponse va être assez lent par rapport à la CPU. Et donc, l'idée, c'est quoi? Le meilleur algorithme, c'est celui qui nous permet de faire bouger la tête de lecture le minimum possible. Alors, on passe aux algorithmes. Je prendrai le premier algorithme, c'est quoi? C'est le premier arrivé, première requête arrivée, première requête serveur. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est la même chose qu'on a vu avec la gestion de la mémoire. Rappelez-vous, on a utilisé une chaîne de référence. Ensuite, on a utilisé la même chaîne de référence pour comparer avec d'autres algorithmes. Là aussi, on va utiliser la liste des requêtes d'entrée-sortie. Et par la suite, on va appliquer cette même liste avec d'autres algorithmes. Et à chaque fois, on mesure le déplacement de la tête de lecture pour voir laquelle qui va susciter le plus grand déplacement de la tête. Donc ici, rappelez-vous, on avait dit que le temps, c'est toujours temps TIJ. Ça veut dire qu'il faut calculer la distance parcourue entre la position I et la position J. Là, par exemple, la position J, c'est 98. On a besoin toujours d'avoir la position courante. Et donc là, en général, on vous dit ici, par exemple, dans cet exemple, la position courante, c'est la piste 53. Ça veut dire que la tête, elle se trouvait à la piste 53. Et donc, pour satisfaire ces requêtes, donc, elle va se déplacer de la position courante, 53, vers la prochaine position qui est 98. Ensuite, à partir de 98, elle va passer jusqu'à 183. De 183, elle reviendra à 37. Ensuite, elle bascule à 122, 14, 124, 65 et 67. Et donc là, la performance de cet algorithme se mesure par la distance qui est parcourue par la tête de lecture-écriture du disque. Et là, en faisant, je dirais, le calcul de tous ces segments-là, vous allez trouver que la tête de lecture a parcouru 640 pistes. Contre, si je prends l'autre algorithme, c'est SSTF, qui permet de servir toujours la position, la requête qui est la plus proche de la position courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai la piste 53, c'est la piste position courante. Là, par rapport à toute cette liste de requêtes, je vais satisfaire la requête qui est la plus proche de ma position ici, qui est 53. Donc ici, si vous allez voir quelle est la position qui est la plus proche par rapport à 53, vous allez trouver que c'est 65. Alors, ça vous permettra d'aller vers 65, et ensuite, à partir de 65, c'est elle qui va devenir la position courante. Vous allez chercher quelle est la position la plus proche, c'est 67, et ainsi de suite. Donc, il va faire ce cheminement-là, et ce qui permettra de voir que là, vous voyez, par exemple, il va parcourir 236 pistes. Donc, si vous comparez par rapport à la précédente, qui faisait 640, la performance est nettement mieux. Alors ici, le problème technique qui se pose, c'est quoi? J'ai dit que là, vous êtes à la position 53 et vous allez chercher quelle est la piste qui est la plus proche à réaliser. Alors, ce qui voudra dire que le système d'exploitation va chercher. Moi, j'avais dit que dès le départ, dans toutes les solutions du système d'exploitation, il n'y a pas de recherche. Parce que quand il fait une recherche, le problème, c'est qu'il va consommer du temps CPU. Et ça va je dirais, influencer les temps de réponse des utilisateurs. Et donc ça, ce qui veut dire que au niveau de cette liste de requêtes, en général, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient la liste des requêtes toujours triée. Alors, comment qu'il le fait pour avoir une liste de requêtes triées? Ça, c'est un autre problème. On pourra le voir en TD. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de maintenir cette liste qui est triée et donc par la suite, il est plus facile de chercher la position qui est la plus proche de la position courante. Alors, concernant la troisième possibilité, c'est la politique de l'ascenseur. Ça veut dire quoi? Qu'on a essayé de voir un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Vous avez dans la vie réelle, vous avez l'ascenseur qui permet de faire du balayage. C'est pour ça qu'on l'appelle le scan, ça permet de balayer les étages, tous les étages d'un immeuble. Et donc, ça lui permet de faire déplacer les utilisateurs d'un étage à un autre.
Et donc ici, comment on fait les choses? C'est que là, vous avez, en plus de l'information qui consiste à dire, vous avez la position courante qui est toujours donnée, c'est pour savoir quel est le déplacement que vous allez faire. Là, vous êtes obligé d'avoir une autre information. Pourquoi? Parce que l'ascenseur, quand il est en train de balayer, c'est que l'ascenseur, il a deux mouvements. Soit qu'il est en train de monter, soit qu'il est en train de descendre. Et donc là, cette information aussi, elle fait partie de l'algorithme de scheduling des entrées-sorties. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer les requêtes qui se trouvent sur son chemin. Par exemple, ici, dans cette méthode, on a la position courante, c'est 53. Et l'information supplémentaire, c'est quoi? C'est qu'on a l'ascenseur qui va vers les valeurs, je dirais, qui sont petites. Ça veut dire qu'il est en train de descendre. Donc, automatiquement, ici, quand il est en train de descendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce mouvement-là, de la position courante jusqu'à la position 0. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque requête qui se trouve sur son chemin, il va la satisfaire. Ensuite, il va rebrousser chemin. Et chaque requête qui se trouve sur le chemin, il va la réaliser. Et donc là, vous voyez que cette technique, elle est intéressante. Ça permet effectivement de réaliser une performance qui est assez intéressante. C'est de l'ordre de 236 pistes qui sont effectuées pour satisfaire tout le monde. Alors, l'Internet. Alors, j'avais dit que si on essaye de comparer un peu ces méthodes, vous allez voir qu'on se retrouve un peu avec des méthodes qui sont comparatives par rapport au scheduler. Et donc, FCFS, c'est quoi? C'est autre que FIFO, qu'on a vu déjà dans le scheduler. Si vous prenez la deuxième méthode qui est SSTF, ça ressemble à quoi? Mhm. La méthode SSTF, réellement, elle correspond à ce qu'on appelle le SJF, Short Job First, c'est-à-dire le plus court job d'abord. Ça, c'est un peu la même philosophie. Par contre, l'ascenseur ressemble plus à round robin, c'est-à-dire on essaye de partager le temps CPU entre les processus. Là, on essaye de partager le temps du lecteur de disque entre les différentes requêtes. C'est vrai qu'on ne partage pas la requête, mais on satisfait toute la requête. Mais le temps, il est partagé entre les différentes requêtes. Alors, quelqu'un pourrait dire, tiens, pourquoi qu'on n'a pas choisi dans la pratique, ce qui est utilisé actuellement, c'est beaucoup plus le scan, c'est celui de l'ascenseur, mais un ascenseur un peu amélioré. Donc là, si vous voyez cet ascenseur-là, il est en train de faire du balayage. Regardez ici. Il va à la piste 14, ensuite, la piste 14, il va jusqu'à la piste 0. Pourquoi? Parce que ça reflète un peu les ascenseurs, les anciens ascenseurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du balayage si vous avez un immeuble de 5 étages. Donc, lui, il démarre du rez-de-chaussée jusqu'au cinquième étage et ensuite du cinquième étage, il revient au rez-de-chaussée, etc. Et là, on a vu par la suite qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus personne qui descend, qui monte, pourquoi déplacer l'ascenseur? Il y a une perte d'énergie. Et donc là, automatiquement, ils ont amélioré les ascenseurs actuels. Et vous voyez que l'ascenseur, en général, il satisfait les utilisateurs, mais dès qu'il arrive à une qu'il n'y a pas de requête d'autres utilisateurs pour les déplacer, eh ben, la dernière position, là où il s'arrête, et il va arrêter son mouvement jusqu'à qu'il y ait une nouvelle requête. Et donc là, ce qui existe ici, c'est on peut améliorer cette performance. C'est quoi? C'est quand on arrive ici, automatiquement, on va changer le chemin et revenir à cette position. C'est ce qu'on appelle dans la littérature l'ascenseur avec regard, ce qu'on appelle look-up scan. Ça veut dire que lui, il regarde un peu qu'est-ce qu'il y a comme requête. Dès qu'il n'y a plus de requête, il s'arrête. Alors, on peut se poser la question sur celui-là, SSTF, qui, lui présente aussi de très bonnes performances. À votre avis, pourquoi qu'on ne l'utilise pas? Donc, dans le truc réel, on n'utilise pas
cet algorithme? Ben, pour des raisons qui sont simples. C'est quoi? C'est que celui-là, il cherche la position qui est la plus proche. Donc, imaginez qu'à un moment donné, vous avez plusieurs requêtes et ensuite, vous avez un programme ou un processus qui s'exécute et qui va demander beaucoup de requêtes dans un voisinage très proche. Moralité, ça veut dire que ce scheduler, il va satisfaire toutes les requêtes qui sont dans un voisinage restreint. Et vous savez que les requêtes arrivent d'une manière dynamique. Ça veut dire que pendant l'exécution du processus, on va satisfaire toutes les requêtes qui se trouvent dans un voisinage local. Donc, moralité, les requêtes qui se trouvent en dehors de ce voisinage, ils vont subir ce qu'on appelle le phénomène de famine, c'est-à-dire qu'elles ne seront jamais satisfaites ou bien qu'elles prendront un temps énorme pour être satisfaites. Et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas ce mécanisme. On utilise beaucoup plus ce mécanisme de scan. Pourquoi? Parce que là, quand il y a une requête qui arrive, imaginez que euh, l'ascenseur, la tête, elle descend, et vous voulez monter. Donc, automatiquement, dans un sens, elle ne va pas vous satisfaire, mais vous êtes sûr que dans le deuxième sens, vous serez satisfait. Et donc, ça, c'est ce qui permet d'avoir une certaine équité au niveau des différentes requêtes. Alors, il y a eu ce développement de l'ascenseur circulaire, mais qui n'est pas intéressant. Et donc, j'avais dit que le plus intéressant, c'était quoi? C'était l'ascenseur avec regard. Alors, ça, c'était pour les périphériques partagés. Maintenant, pour les périphériques dédiés, donc l'idée, c'était quoi? C'était d'essayer je dirais, d'améliorer les performances du système en dépit de la vitesse longue qui est assez lente du périphérique. Alors, comment faire les choses? J'avais dit, c'est un peu la même démarche ou la même philosophie de la gestion de la mémoire. On a vu que la mémoire, elle était limitée. Donc, pour aller au-delà de ces limites, on a utilisé le swap, c'est-à-dire la mémoire secondaire, pour augmenter un peu la taille de la mémoire utilisable par les processus. Là aussi, c'est la même chose. Donc, pour dépasser un peu les limites d'un périphérique, l'idée, c'est quoi? Au lieu d'utiliser le périphérique lui-même, on va utiliser un autre périphérique à sa place. Ça veut dire que l'exemple le plus connu, c'est celui de l'impression. Quand vous demandez à imprimer, donc automatiquement le système d'exploitation ne va pas imprimer directement sur le périphérique. Pourquoi? Parce que s'il a imprimé directement sur le périphérique, ce qui va se passer, chaque processus qui demande une entrée-sortie, il sera bloqué. Donc, il sera débloqué quand l'impression se termine. C'est que l'impression allait par rapport à la suite. Donc, l'idée, c'est quoi? Au lieu d'imprimer directement sur l'imprimante, le système, il va imprimer directement sur le disque. Pourquoi? Parce que le disque a une vitesse de transfert qui est très élevée par rapport à celle de l'imprimante. Et donc, avec ce procédé-là, on arrive à améliorer les performances globaux de toute la machine. Alors, comment c'est fait? C'est en implémentant ce qu'on appelle le système de spooling. Le système de spooling, c'est quoi? Spooling qui veut dire Simultaneous Peripheric Operation Online. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des opérations simultanées des périphériques qui sont connectés. Euh, Comment on y arrive à le faire? Ça veut dire qu'on va utiliser l'espace de stockage sur le disque et chaque euh, entrée-sortie, elle ne sera pas dirigée vers le périphérique lui-même, mais à partir du disque et inversement. Et donc, c'est pour ça que vous avez des parties de stockage d'entrée. Ça, c'est quand on fait une lecture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les lectures, on va anticiper et mettre toutes les lectures sur disque. Et donc, le processus, quand il va demander, au lieu de lire directement sur le périphérique, il va lire à partir du disque. Cette technique-là, par exemple, vous avez utilisé déjà Unix, et vous avez ce qu'on appelle les fichiers batch. Donc, les fichiers batch, c'est quoi? Ça permet de dire tout simplement au système d'exploitation, au lieu de lire à partir du clavier, vous allez lire à partir d'un fichier. Et le fichier, comme il se trouve sur le disque, la lecture se fait d'une manière très rapide. Et ça permettra automatiquement de réaliser les opérations d'une manière la plus rapide possible.
d'une manière symétrique. Là aussi, quand on veut écrire, on n'écrit pas sur, je dirais, l'imprimante, mais on écrit sur le disque. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un système d'enchaînement automatique qui va se faire. Donc, pour vous, en tant que processus, le système va vous répondre en disant votre requête a été satisfaite. Et donc, votre impression, elle a été prise en charge. Ça veut dire que vous pouvez faire autre chose. Un exemple typique, c'est quoi? Vous avez un fichier et vous avez, par exemple, développé la première version, par exemple, de votre TP. Vous allez lancer l'impression des résultats, etc. Ensuite, ce que vous faites, vous pouvez, dès que vous lancez l'impression, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre jusqu'à la fin de l'impression. Là, vous n'allez pas attendre. Pourquoi? Parce que le temps d'attente, il sera limité. Directement, ce que vous voulez imprimer, il est mis sur le disque. Et donc, automatiquement, le système va vous donner la main. Vous avez même la possibilité de changer votre fichier pour mettre autre chose dans le fichier. La première version, elle a été déjà imprimée. Et donc, ce que vous allez changer n'a aucun impact sur l'impression qui va se dérouler en parallèle. Et ça, c'est la technique qui a été utilisée pour le spooling et pour prendre en charge effectivement les données. Donc là, c'est un peu le système, il est modélisé ici. Un job, quand il va lire, il ne va pas lire sur, je dirais, le périphérique lui-même, mais il va lire à partir d'un disque. Et de la même manière, quand il va imprimer, il va utiliser, je dirais, le disque directement au lieu d'utiliser l'imprimante en question. Et donc ça, c'est la technique qui a été utilisée, qui est actuellement utilisée sur les systèmes réels. Donc, je peux vous orienter sur une opération que chacun de vous le fait. Si vous avez un fichier Word, par exemple, à un moment donné, vous avez rédigé un certain rapport ou une certaine information. Essayez de mettre imprimer le fichier. Essayez d'être attentif, essayez de voir dans la barre des tâches en dessous. Vous allez voir que il y a un petit icône, un petit dessin d'imprimante qui va apparaître. Par exemple, si votre fichier comporte 3 pages, vous allez voir se dérouler le petit dessin de l'imprimante avec des indices 1, 2, 3 pour dire que le système a imprimé les 3 pages. Et ensuite, il vous donne la main, vous pouvez continuer à travailler sur votre fichier. Et ça, c'est vraiment la technique de spooling qui a été mise en œuvre dans les systèmes d'exploitation. Donc, je m'arrête ici, donc, et à demain, Inch'Allah.